Dans les années 60-70, la Guinée et sa capitale Conakry furent le lieu d'une révolution panafricaine. La ville a attiré les plus grands intellectuels du monde, un moment au cours duquel beaucoup crurent qu'une autre Afrique était possible. Cette utopie finira malheureusement par se transformer en cauchemar, mais une historienne a décidé de rouvrir les archives de cette époque. Elle a retrouvé les cahiers intimes, les poèmes manuscrits et les mémoires jamais publiés. Elle en a fait un livre, son titre « Conakry, une utopie panafricaine ». Récit et contre-récit, 58-84 aux éditions CNRS. Et Lara Berthaud, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Je précise que vous êtes historienne et chercheuse au CNRS. Alors, première question, comment est né ce projet qui a donné naissance à ce livre ? Eh bien, je voulais rendre justice à l'incroyable vitalité culturelle de ces années en Guinée. On avait dit que le théâtre socialiste, par exemple, avait disparu. C'est pas du tout vrai. Les archives ont été dispatchées dans plusieurs endroits de Conakry, à Dakar, à Paris. Donc, j'ai retracé l'histoire de ces archives, de la production culturelle de Sékou Touré pour montrer comment elle avait ébloui le monde entier, notamment Frantz Fanon qui en fait un modèle de la désaliénation linguistique puisque ses pièces de théâtre étaient en soussou, en maninka, en poulard et aussi parfois en français. Donc dans un premier temps, je voulais raconter comment la Guinée avait été une sorte de phare du panafricanisme. Alors dans votre livre, vous nous expliquez comment le nom de Sékou Touré au général de Gaulle en 1958 fut un moment fondateur, presque sacré pour certains. Quelle a été la portée de ce geste dans l'imaginaire des Guinéens ? Ça a été absolument incroyable et un moment fondateur également du nationalisme guinéen. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que des intellectuels et des artistes du monde entier viennent à Conakry pour bâtir la nation indépendante et que ça a un impact dans la vie culturelle. Sam Ben Ousmane, par exemple, le célèbre cinéaste sénégalais, vient et va devenir un ami intime. Et puis, plus tard, des couples comme Maryse Condé et Stokely Carmichael vont venir pour Myriam Makeba chanter la révolution socialiste au service du label d'État Silifone et pour Stokely Carmichael, son mari, se mettre au service de Kwame Nkrumah, militant, président ghanéen déchu en exil en Guinée, et se mettre au service d'un panafricanisme de combat. Alors dans votre livre, vous nous dites que Conakry a littéralement été un laboratoire culturel, idéologique et panafricain unique en Afrique dans les années 60 et 70. En quoi la capitale guinéenne était-elle un laboratoire, un carrefour panafricain à cette époque? Ça a été un carrefour panafricain pour la pensée culturelle d'une émancipation en dehors du français, en dehors des langues impériales. Comment on refonde et une histoire et une culture à même de se décoloniser complètement. Et cela, ils l'ont fait avec des festivals qui mettaient à l'honneur la musique, le théâtre, produit dans toutes les régions de Guinée, et en accueillant également des artistes et intellectuels du monde entier pour fonder un panafricanisme révolutionnaire de combat. Alors ça, c'est pour la partie lumineuse de cette époque. Il y a également toute la partie sombre, avec notamment la répression et le camp Boiro. Comment ces personnalités, ces icônes africaines ont-ils vécu ce moment ? Eh bien, ils ont écrit, ils ont chanté pour le régime. Myriam Makeba chante abondamment pour la révolution socialiste, mais ils ne disent pas ou ils ne voient pas toujours la répression politique. Et donc c'est tout un autre versant de mon travail, de me mettre au service de plusieurs familles à Conakry qui conservent d'autres cahiers intimes qui n'ont jamais été publiés. Donc c'est une autre face de cette politique culturelle, en regard de tous ces textes flamboyants, anticoloniaux, aux idéaux absolument passionnants à relire aujourd'hui. Il y a également des récits intimes, écrits parfois au crayon papier, qui racontent le début de la répression politique à partir de 1961, et puis ensuite plusieurs complots qui se sont échelonnés, dont le tristement célèbre complot Peul en 1976. Et les gens conservent chez eux des archives privées de la répression politique au jour le jour. Alors avant de revenir sur ces archives, car c'est une partie très importante de ce livre, on apprend que le théâtre a été un levier majeur, notamment pour Sékou Touré, le dirigeant de l'époque. Comment s'est-il emparé de cet art théâtral pour en faire d'une certaine manière quelque chose de positif et de rayonnant pour la Guinée? Il
il s'inspire en réalité d'un modèle préexistant qui est Fodeba Keïta, qui dès les années 50 fonde les ballets africains. Et donc Fodeba Keïta va placer les ballets africains au service de Sékou Touré, et ça va être lui l'artisan de ces festivals culturels qui vont essaimer dans toutes les régions de Guinée. Et donc chaque année, les festivals culturels socialistes étaient comme un vaste festival de la nation tout entière, et chaque région devait produire notamment de la musique, mais également des pièces de théâtre. Ce qui, lorsqu'on s'intéresse au texte, aux fabriques textuelles, est un laboratoire absolument merveilleux pour raconter, par exemple, des pièces de théâtre sur l'alphabétisation en langue africaine, pour raconter les relations entre plusieurs coépouses au sein du foyer, mais également pour raconter l'actualité internationale, parce que, par exemple, on peut retrouver des pièces de théâtre sur Amilcar Cabral et le PAIGC, ou sur Soweto et l'apartheid en Afrique du Sud. Donc ce sont des laboratoires ancrés dans le présent de ces années-là. Les archives sont très présentes dans votre livre. On connaît les archives officielles, mais il y a également toute cette partie d'archives privées sur laquelle vous avez travaillé. En quoi sont-elles plus importantes, plus révélatrices de cette époque que les archives officielles? Les archives officielles, vous comprenez bien, par exemple, les archives du journal Oroya sont des archives absolument passionnantes pour raconter ce que le régime veut dire. En revanche, il y a tout ce qui n'aurait jamais pu passer le filtre de la censure, et je pense en particulier à des corpus de petits textes qui ont été écrits, certains même au crayon de papier parce que la peur était trop présente, et qui racontent la sidération face aux pendaisons publiques qui font référence donc au pont des pendus tristement célèbre à Conakry, mais à également d'autres épisodes de pendaison publique en Guinée. Et ça, ce fragment de violence politique, on le voit dans les archives privées, mais bien évidemment, ce sont des choses qui n'auraient jamais pu passer la censure de l'époque. Quel héritage laisse le Conakry de cette époque aujourd'hui? Eh bien, c'est une époque méconnue, paradoxalement méconnue. L'aéroport a été renommé récemment Sékou Touré, donc en même temps c'est un leader qui est en ce moment en train d'être totalement réhabilité. Et en quelque sorte c'est très intéressant parce que ces idéaux anti-coloniaux et de décolonisation de la culture ont une grande intensité, une grande actualité. Mais malheureusement on ne connaît pas assez l'ampleur de la répression politique, et aujourd'hui ces archives permettent de tenir les deux, le récit de l'indépendance flamboyante et également le pan de la répression politique. Conakry, une utopie panafricaine, récit et contre-récit 58-84, un livre à retrouver aux éditions CNRS et signé Elara Berto. Elara Berto, merci de nous avoir répondu ce soir.